Alors, c'était un peu grossier encore comme expérience, et plus récemment, nous avons fait une expérience qui est maintenant sous presse, avec la même équipe, Giorgia Comiteri, qui est une étudiante venue de Rome pour faire ses expériences à l'équipe de Lyon avec Jean-Baptiste Pauline, etc. Et l'expérience, là, était très simple. D'abord, on créait un monde virtuel, on baladait les gens dans ce palais virtuel, enfin dans la cour du palais, en hélicoptère un peu, pour qu'ils puissent s'imaginer que c'était vraiment un palais. Et puis, ayant un peu la perception ou l'illusion qu'on était dans ce monde virtuel, ce palais, on montrait au sujet seulement des vues partielles. Donc, cette image, ou cette image, ou cette image. Et dans la cour, on avait disposé 2 poubelles et une balle. Et on posait 4 questions, donc le même stimulus, 4 questions différentes, 4 tâches cognitives différentes. La première, c'est laquelle des 2 poubelles est tombée. C'était la tâche de contrôle visuel. La deuxième, c'est laquelle poubelle est la plus près de vous. Alors vous répondriez sans doute, c'est la bleue, c'est la verte, c'est la bleue, c'est la verte. C'est une tâche égocentrée puisque vous devez repérer les poubelles par rapport à votre corps. La troisième tâche, c'est quelle poubelle est plus près de la balle rouge. C'était semblable à la tâche que nous avions faite là tout à l'heure avec la petite ligne. C'était une tâche en principe allocentrée. Mais nous avons découvert qu'en fait, elle pouvait être résolue par les 2 stratégies. Et puis une dernière tâche, qui elle était vraiment allocentrée, c'est alors que nous ne montrions qu'une petite partie, une vision partielle du monde, quelle est la poubelle qui est la plus proche du mur le plus long du palais? Ceci exige, quand vous voyez une image comme ça, que vous reconstruisiez dans votre tête l'ensemble du palais, et c'est donc c'est pas l'équivalent de construire une carte, mais c'est une tâche qui demande un travail allocentrique de reconstruction de l'ensemble. Et le résultat, vraiment, je vous montre que l'essentiel des résultats, le résultat montre encore une fois une très jolie dissociation. Dans la tâche principalement égocentrée, la première, quelle est la poubelle la plus proche de vous, cette activation de ce réseau pariéto-frontal. Et dans la tâche basée sur l'environnement, allocentrique, cette activation de tout ce réseau temporal et le para-hippocampe, et en particulier cette petite zone-là, dont je vous reparlerai tout à l'heure, qui est le cortex rétrosplénial, qui a l'air de jouer un rôle très important dans le transfert de ces 2 types de géométrie, de représentation de l'espace, égaux ou allo. Alors, on a essayé d'aller un tout petit peu plus loin, parce que pour vraiment faire de la géométrie et pour se rappeler l'espace, il ne suffit pas de se rappeler le mouvement qu'on a fait. Il faut éventuellement, vous avez peut-être déjà envie de partir de cette salle pour aller manger ou vous ennuyer. Le problème va être, si vous ne connaissiez pas l'école, de retrouver le chemin. Pour retrouver le chemin, il faut changer de point de vue. Donc la mémoire spatiale, ça n'est pas seulement la mémoire de ce qu'on a fait, c'est aussi la capacité de mentalement changer de point de vue et reconstruire l'espace et les relations de mon corps avec l'espace en ayant changé complètement le point de vue. Par exemple, je peux vous demander, est-ce que cette tour-là est la même que celle-ci? Ceci exige une espèce de rotation mentale de votre corps pour retrouver mentalement le point de vue que vous aviez. Et nous avons donc fait des expériences qui continuent pour essayer d'explorer, donc pas seulement cette capacité de reconstruire des mémoires kinesthésiques, égocentrées, mais aussi de manipuler cette mémoire kinesthésique. Alors par exemple, petite expérience, on a pris une pièce virtuelle, on fait se promener les gens dans cette pièce virtuelle pour qu'ils se souviennent, qu'ils la connaissent vraiment. On pose un objet un peu incongru, une lampe en plein milieu, et on fait une tâche de changement de point de vue avec une tâche de localisation. C'est un peu compliqué, mais ça a l'avantage d'avoir un certain réalisme. Donc on montre cette image d'abord, puis celle-ci, qui, comme vous le voyez, c'est la même pièce vue d'un autre point de vue, et on demande au sujet est-ce que la lampe est au même endroit? Est-ce que la lampe est au même endroit ou a changé de lieu? Ceci pour vraiment obliger le sujet à reconstruire l'espace et à identifier si la lampe a changé de point de vue ou pas. Puis il y a une tâche de contrôle, évidemment, dans ce... Alors là, on fait l'IRM fonctionnel, et cette expérience-là n'a pas été faite à Paris. Elle a été faite à Jülich, en IRM fonctionnel, en collaboration avec l'équipe de Müller-Gartner, qui était venue au Collège de France il y a 3 ans, sur la chaire européenne, et qui est un spécialiste de ces choses, et puis toute une équipe de coopération. Alors là, c'est intéressant parce qu'on retrouve
dans cette tâche un réseau temporopariétal, égocentré, toujours le même, avec en plus une aire qui s'appelle le précuneus, qui est une aire visuelle qui a été appelée par Fletcher the mind's eye, c'est-à-dire c'est une aire qui est impliquée dans la vue, dans la perspective sur soi-même, donc déjà sans doute important pour changer de point de vue. Le para-hippocampe dont nous avons parlé, le cortex ventrosplénial, le sillon parieto-occipital, d'autres structures impliquées dans le traitement de l'espace. Et puis diverses aires frontales, en particulier cette aire cortex préfrontal dorsolatéral qui est impliquée, comme tout le monde le sait maintenant, dans la mémoire visio-spatiale ou la mémoire de travail. Donc il est possible, vous voyez, on retrouve ces mêmes réseaux, mais avec quelques aires en plus, qui sont sans doute impliqués particulièrement dans cette manipulation du référentiel égocentré. Donc le problème qui se pose à ce stade-là, c'est bien celui des relations qui peuvent exister entre ces systèmes égocentrés qui impliquent le cortex pariétal et le réseau préfrontal et les zones en particulier de l'hippocampe, du para-hippocampe dans le lobe temporal qui sont impliquées dans leur représentation allocentrique pour une part, égocentré pour autre part, de l'espace et des mouvements dans l'espace. Le problème se pose donc de la translation, en quelque sorte, de ces cadres de référence, et nous n'avons pas aujourd'hui la réponse. On commence à avoir quelques réponses toutefois, et avec l'équipe de Michel Bollack à la Salpêtrière, nous avons engagé des expériences pour regarder certains aspects de ces problèmes. On s'est beaucoup intéressé donc à l'hippocampe, vous avez vu son importance dans la mémoire spatiale. On a donc placé des sujets dans un labyrinthe virtuel, donc c'est toujours des mondes virtuels que nous utilisons parce que c'est très pratique. On fait partir le sujet d'une chambre, et puis ensuite, il se promène dans un couloir virtuel, l'ordinateur l'avance dans le couloir virtuel, il arrive à un carrefour, il y a un objet, une échelle, une personne, un arbre, et puis il tourne, il fait un trajet, et puis il arrive à destination. Et l'originalité de l'expérience, c'est que l'ordinateur fait translater le sujet à vitesse constante, mais quand il arrive au carrefour ici, il doit, pour tourner dans le monde virtuel, tourner avec son corps. Donc on combine en quelque sorte un jeu vidéo passif avec les mouvements réels, et ceci parce que tous ces systèmes de construction de l'espace exigent l'activité. On sait chez le rat que les neurones activés dans ces affaires-là exigent que le rat explore activement l'espace. Nous avons aussi l'expérience d'être soit conducteur, soit passager, et l'activité est visiblement fondamentale pour nous permettre d'élaborer ces référentiels spatiaux. Donc c'est une manip, et je vous montre juste un résultat de ces expériences qui sont faites chez des patients ayant des résections des hippocampes, ce sont des patients épileptiques chez lesquels l'équipe de Michel Bollack fait une résection sélective des hippocampes pour leur épilepsie. Donc nous avons ces patients qui vont très bien par ailleurs, et on leur demande dans cette expérience simplement de se rappeler les repères. Par exemple, les repères que vous avez vus le long du chemin pour entrer depuis l'école normale, la loge, l'aquarium, etc. Eh bien, ces patients, qu'ils aient une lésion gauche ou droite, ont une mémoire parfaitement claire d'une liste dans le désordre de ces repères. Donc, pas de problème vraiment de mémoire, en quelque sorte, des objets. Par contre, si on leur demande de décrire ce qui est nécessaire pour la mémoire des routes, l'ordre dans lequel ils ont vu les objets, eh bien, ils ont un déficit important, et particulièrement à gauche, pour les lésions gauches. Si on leur demande de décrire les relations qu'il y a entre leurs mouvements et les objets, ce qui est typiquement une fonction hippocampique, l'association de l'action avec l'espace, eh bien, ces patients ont un déficit important. D'où l'idée, d'où la théorie que nous proposons actuellement avec Simon Lambré, qu'au cours de l'évolution, il y a eu une dissociation qui s'est produite entre l'hippocampe gauche et l'hippocampe droit, l'hippocampe droit étant principalement impliqué dans les aspects globaux, métriques, allocentrés du traitement de l'espace, et l'hippocampe gauche étant principalement, en particulier, impliqué, et Maguire a aussi publié des choses sur la mémoire épisodique, dans les aspects séquentiels, dans les aspects de type route du traitement de l'information, l'ordonnancement,
Et nous réfléchissons en ce moment sur la possibilité que ceci rejoigne les théories de Koslin et toute une série de travaux sur la dissociation corticale, évidemment, entre cerveau gauche et cerveau droit, et langage à gauche avec son aspect sériel, etc. Donc vous voyez, là, une chose intéressante, parce qu'on trouve là une ségrégation, on trouve une spécialisation qui n'est plus simplement sur les variables, mais qui est sur la nature même de ces deux grandes stratégies cognitives. Alors, on peut même aller un tout petit peu plus loin parce qu'évidemment, ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce n'est pas seulement le point de vue qu'on a de l'espace soi-même quand on se déplace, la capacité de repartir vite chez soi en quittant l'école, mais c'est aussi celle d'imaginer le point de vue de l'autre. Je peux essayer de me demander comment Alain Prochian me voit, ou comment il voit l'espace. L'autre, nous entrons dans une période de la physiologie du point de vue de l'autre, et vous savez que c'est important pour l'empathie, etc. Donc ce problème du changement de point de vue, non pas de mon point de vue, mais du déplacement avec le point de vue de l'autre, fait partie de cette physiologie spatiale que nous avons à construire. Et pour ça, on a fait une petite manip qui est encore en cours, qui a consisté à mettre un avatar dans le monde virtuel, dans la manip l'expérience que je vous ai montrée tout à l'heure, sur la lampe. On met un avatar, et avant de changer le point de vue du sujet, de lui montrer cette pièce d'un autre point de vue en lui demandant si la lampe a changé de place ou non, on lui dit, vous allez voir la scène du point de vue de l'avatar. On fait un amorçage perceptif en le prévenant qu'il va voir la lampe d'un autre point de vue, pour voir si cette anticipation perceptive peut être prise en compte par le cerveau et quelles sont les structures du cerveau impliquées. Et la question était, est-ce que l'hippocampe, qui est aussi un détecteur d'erreurs, peut être impliqué, donc pas seulement dans l'espace, pas seulement dans la capacité de se rappeler les routes ou de changer de point de vue, mais aussi dans ces détections des relations avec autrui. Alors voilà l'expérience. Donc voilà, je vous montre cette pièce, je vais vous demander si la lampe a changé de place. Voyez l'avatar, je vous préviens que c'est le nouveau point de vue et celui de l'avatar. Pof, voilà la lampe vue de l'avatar, et vous devez dire si elle a changé de point de vue ou pas, et si, etc. Alors, encore une fois, je résume. Eh bien, nous avons effectivement montré, avec l'équipe de Bolac et de Simon et Séverine Sanson, etc., qu'il y a, chez ces patients ayant des lésions hippocampiques, des différences importantes dans la capacité de détecter, d'utiliser en quelque sorte cette information concernant l'avatar dans l'espace. On a aussi été un petit peu plus loin en trompant le cerveau, c'est-à-dire en montrant un avatar et en montrant au sujet la lampe, mais vue d'un point de vue différent de celui qu'on avait annoncé, pour voir s'il y a, vous savez qu'il y a toute une physiologie du cortex singulaire antérieur sur certaines structures qui sont impliquées dans la détection d'erreurs entre ce que l'on planifie et ce que le cerveau reçoit effectivement. Et on a montré qu'il y a, lorsqu'on trompe le cerveau, un déficit important chez ces patients. Il faut maintenant aller regarder d'autres structures du cerveau pour cela. La dernière partie de mon exposé va concerner maintenant la partie neurophysiologique. Il me reste combien de temps, Antoine? Quelle heure est-il? Bon, ça va? Vous me donnez 15 minutes? 15, 20, bon. Ça va pour le moment? Ça va? Bon. Vous n'avez pas trop faim. Donc là, je vais maintenant essayer de voir s'il est possible, avec la neurophysiologie moderne, de vérifier que les grands principes et les résultats que je vous ai montrés obtenus chez l'homme peuvent être aussi, peuvent correspondre à des mécanismes de ségrégation, des codages, par exemple, du mouvement. Eh bien oui, nous savons maintenant que dans la mémoire, dans la perception de l'espace, il y a une ségrégation de grands systèmes qui correspondent à cette ségrégation rotation, translation, direction, lieu. Par exemple, nous savons maintenant, par l'imagerie cérébrale, la neurophysiologie, qu'il y a dans le cerveau un système qui, à partir des capteurs vestibulaires, dont j'ai parlé tout à l'heure, canaux semi-circulaires et otolithes, et des informations visuelles de mouvement qui sont intégrées dans les noyaux vestibulaires, il y a une voie particulière qui, des noyaux vestibulaires, va vers le thalamus sensoriel, de là vers une zone du cortex qui s'appelle le cortex vestibulaire pariéto-insulaire, qui est ici, à la jonction
temporopariétale. Ceci a été montré chez le singe et en IRM, comme je vais vous le montrer. Et cette structure étant elle-même liée à un certain nombre de zones du cortex qui sont les zones qui sont aussi activées lorsque on bouge ou lorsque on traite l'espace, ce système-là est spécialisé dans la détection des rotations dans tous les plans de l'espace. On n'y a trouvé que des neurones qui répondent à des rotations